2014, au cours d'une émission devenue très célèbre, que j'ai lancé cette phrase. Il y avait même des membres de notre propre famille politique qui pensaient que le président Joseph Kabila allait consacrer à cette espèce de rite devenu assez commun à certains régimes africains où on tripatouille des constitutions pour pouvoir rester indéfiniment au pouvoir, s'accorder des mandats au-delà de ce que la Constitution ne le permet. Moi, je connaissais bien Joseph Kabila, j'estime que je le connais bien pour avoir travaillé avec lui de manière ininterrompue depuis 2007 jusqu'à ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui. Et je savais que l'homme n'était pas un habitué des yo-yo, c'est-à-dire dire une chose et en faire une autre. Et je savais qu'il nous avait dit, au cours d'un dîner à Kingakati, dans sa ferme, qu'il y aurait un passage civilisé de témoins, et je n'ai fait que répéter ces mots. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Je ne m'en glorifie pas. Je pense que la gloire doit être réservée à l'auteur de ces mots et à l'auteur de cette alternance qui voit aujourd'hui le leader du principal parti de l'opposition radicale d'alors accéder au pouvoir sans que Joseph Kabila ne puisse lui mettre des bâtons dans les roues ou des pots de banane sous les pieds. Alors Lambert Mende, vous êtes un membre important du FCC. Vous avez certes perdu la présidentielle, mais vous avez gardé quasiment l'ensemble des institutions. Le Parlement, le gouvernement bientôt, les assemblées provinciales. Allez, je vais vous provoquer un tout petit peu. Moïse Katumbi vient de rentrer, il dit ceci: il y a un bus, mais il y a deux chauffeurs. Le bus risque de faire un accident, il faut laisser un seul chauffeur. Vous, le FCC, vous êtes un deuxième chauffeur. Je ne pense pas qu'il ait raison. Vous savez que le peuple congolais mérite d'être respecté. La situation telle que nous la vivons aujourd'hui, cette espèce de cohabitation, nous avons voulu qu'elle soit une coalition, le CACH et nous, FCC, n'est pas une génération spontanée. Nous ne l'avons pas inventée, nous ne l'avons pas sortie d'un mar de café. Elle a été voulue par le peuple congolais. Et il est important que ceux qui s'expriment à ce sujet, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient congolais, aient du respect pour la volonté exprimée par celui que l'on appelle le souverain primaire, parce qu'on parle souvent du peuple en ces termes-là, le souverain primaire. Lorsque le souverain primaire a décidé, on peut ne pas être d'accord, c'est la démocratie, mais on doit s'incliner. C'est le peuple qui a voulu que dans cette étape ici de notre histoire, dans un pays post-conflit comme le nôtre, seule une conjugaison des forces de ceux qui avaient eu la charge du pays et de ceux qui étaient dans l'opposition au cours de ces dernières années pouvait nous mener vers l'émergence. Je ne pense pas qu'il revient à qui que ce soit de porter des jugements de valeur. Ni à Jean-Yves Le Drian, qui avait contesté la victoire de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, il avait parlé d'un compromis à l'africaine, il s'est un peu ravisé là, quand il était à Kinshasa avant-hier. Moins encore, certains Américains qui disaient que il n'y a pas eu vérité des urnes, et ils ont fini par se raviser pour dire que c'est les meilleures élections que le Congo ait bénéficié. En réalité, vous, les souverainistes, les nationalistes, quand vous voyez les revirements des Américains, des Français, qu'est-ce que vous dites de ça? Je voudrais d'abord dire que si je reconnais à des compatriotes, vous avez parlé de M. Katumbi, oui, le droit d'émettre un point de vue sur ce qui se passe dans leur pays, je ne reconnais aucun droit à une puissance non congolaise, qu'elle soit africaine ou autre, de porter des jugements de valeur sur les positions que prennent les Congolais dans la conduite de leurs affaires. Même si c'est mal passé. Excusez-moi. Mais si le processus est mal passé, ils n'ont pas un avis à donner pour apprécier? Je pense que si le peuple se trompe, cette erreur du peuple devient le droit. Error communis facitius. C'est ce que nous avons appris en droit. Si tout le peuple commet une erreur,
cette erreur devient le droit. Il faut respecter cette erreur et la considérer comme le droit. Nous voulons, nous, souverainistes, que l'on ait du respect pour le peuple congolais, même si on peut croire que c'est une erreur, encore que ce n'en est pas une, puisqu'un pays post-conflit comme celui-ci a besoin de la conjugaison des forces de tous ses fils. Est-ce que vous avez tout confisqué, vous, le FCC? Je ne sais pas de quoi on parle, en évoquant la confiscation de quoi. Il y a un président de la République qui est en plein exercice de ses fonctions. Il y a une Assemblée nationale avec une majorité parlementaire dans laquelle nous avons constitué une coalition FCC et CACH qui est majoritaire. Il y a un Sénat dans lequel se trouve la même dispensation. Je pense que nous sommes au début de la législature et nous avons le droit aussi... Ça va tenir jusque quand? Nous avons le droit de tenter notre propre expérience. Pourquoi ces peuples, ceux dont les dirigeants se permettent de porter des jugements aussi intempestifs sur nous, ont eu l'occasion de tenter leurs propres expériences et ne nous reconnaissent pas le droit de tenter la nôtre? Nous pensons que cette coalition, cet esprit de conjugaison des efforts est une expérience, une chance que nous voulons donner à notre peuple. Je veux une question de confiance, Lambert Mende. Vous êtes suivi partout dans le monde par vos compatriotes, ici au Congo, à travers le monde. Vous avez été ministre depuis, Gizenga jusqu'à quasiment Bruno Tshibala. Exact. Quelle idée vous avez de vous et qu'est-ce que vous aurez eu à laisser à cette République démocratique du Congo en tant qu'homme d'État, en tant que ministre, en tant que grand leader? L'idée que j'ai de moi, je préfère que ce soit d'autres qui puissent porter un jugement sur moi. Ce serait assez présomptueux de ma part de me juger moi-même. Je voudrais laisser ceux qui ont travaillé avec moi. Vous avez parlé du défunt Premier ministre Gizenga, d'heureuse mémoire. Il y en a d'autres qui lui ont succédé, M. Matata, M. Badibanga, Mouzito, Badibanga et dernièrement Tshibala, qui ont été mes chefs, après M. Joseph Kabila, qui a été le président de la République, porter un jugement sur mon action. Mais j'estime que le fait de m'avoir laissé au gouvernement pendant ces 12 dernières années répond à votre question. Qu'est-ce que explique votre longévité, Lambert Mende? Longévité de Lambert Mende, ministre hydrocarbures, je me rappelle, ensuite porte-parole du gouvernement, quasiment reconduit à chaque fois. C'est quoi? C'est votre bagou? C'est votre intransigeance vis-à-vis des Occidentaux? C'était quoi? Il n'y a pas de bagou dans les hydrocarbures, à ma connaissance. C'est que j'essaye de faire bien ce que j'ai à faire. J'essaye de respecter les fondamentaux de la fonction à laquelle je suis appelé. J'essaye de travailler dans la discipline de cette fonction et de respecter les règles. Je pense que c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas 36 façons de faire pour durer dans un gouvernement. Vous avez choisi d'aller maintenant au Parlement, vous êtes élu député. C'est une retraite que vous voulez prendre pour aller au Parlement vous reposer. On va revenir tout à l'heure sur votre carrière de gouverneur. On sent que tout le monde s'agite autour de la candidature d'Lambert Mende, mais pourquoi vouloir aller au Parlement alors qu'on attend de vous encore peut-être une entrée au gouvernement? Parce que vous êtes en coalition. Je voudrais vous rappeler d'abord que en 2006, je suis allé au Parlement et le président Kabila m'a appelé du Parlement pour rejoindre le gouvernement. Qu'en 2011, j'ai quitté le gouvernement pour repartir vers le Parlement, puisque nous sommes dans un régime semi-parlementaire. C'est là la source du pouvoir. Et le président, une fois de plus, et son Premier ministre de l'époque m'ont rappelé à la fonction ministérielle. Et donc en 2018, je suis reparti tout naturellement vers le Parlement, puisque j'estime que là se trouve le dépôt en fait du pouvoir du peuple, de la volonté de ce souverain primaire, là où l'on doit initier les lois qui conduisent le pays pendant toute une législature. Si par accident on est appelé à faire autre chose, il est bon de commencer toujours par le Parlement, puisque c'est la fonction représentative la plus importante dans un pays. Lambert Mende, vous êtes un éminent
membre de la communauté. Et excusez-moi d'être un peu régionaliste du coup, parce que les gens suivent cette émission et je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. Vous êtes un grand leader Tétéla. Parmi les Tétéla, on cite Lambert Mende, on cite Cheikh Kitundu, Charles Okoto, on parle Onusumba et les autres. Qu'est-ce qui explique cet acharnement autour de la personnalité du personnage Mende? Pourquoi vous faites tant peur aux autres? Jean-Marie, je vous dirais en très peu de mots que on ne peut pas faire l'unanimité, même dans une famille nucléaire. Même Jésus-Christ que vous et moi adorons aujourd'hui comme chrétien catholique n'a pas fait l'unanimité en Judée. Je pense qu'il est tout à fait normal que même dans une famille, il y ait des controverses, des contradictions. L'essentiel étant qu'on ne puisse pas pousser ces controverses jusqu'à les transformer en inimitié. Même Patrice Lumumba, que nous révérons, qui est le plus grand Tétéla que nous ayons connu, le plus grand Congolais, en tout cas, dans ma définition à moi, des patriotes congolais, a eu des problèmes avec sa base. Et il est allé se faire élire député. On peut être craint par des rivaux, ça peut arriver, mais pour moi l'essentiel, c'est la relation ontologique que l'on a avec le plus grand nombre. Et cela, ça ne se décrète pas à partir des salons huppés de Kinshasa. Cela se constate à travers notamment des résultats électoraux. Et je suis fier d'être parmi les personnalités Tétéla, celui qui a engrangé le plus grand nombre de suffrages lors des élections, aussi bien en 2006, en 2011 qu'en 2018. Donc mon mariage avec la base des Tétéla n'a jamais été rompu. Mais les contradictions, est-ce que vous êtes populaire sur le avec terrain? mes frères, oui, qui sont comme moi, des cadres, des personnes appelées à encadrer cette base, oui, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je ne les dramatise pas. Et Lambert Mende, il faut le dire quand même, il y a 22 élus FCC là-bas, au Sanko, chez vous. FCC, c'est la formation de Joseph Kabila. C'est vous, c'est votre majorité. Expliquez-nous pourquoi ces mêmes élus ne peuvent pas élire un gouverneur les yeux fermés. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection jusqu'à aujourd'hui, à moins que vous ne me donniez. Mais pourquoi le président de l'Assemblée provinciale s'oppose à cette élection? Pourquoi il y a des manœuvres? Vous lui poserez la question, mais je pense qu'il n'a pas raison de s'opposer à une opération qui ne lui revient pas du tout conformément à la loi. C'est pas lui qui organise les élections. C'est lui qui organise l'élection, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Donc là, il y a manifestement un dysfonctionnement et nous avons, nous, comme famille politique, FCC, comme regroupement politique, interpellé la Commission électorale nationale indépendante pour avoir une réponse à cette question. Est-ce que vous êtes arrangé pour que vous soyez un candidat unique et que vous avez disqualifié votre challenger? Comment le pourrais-je? Seul disqualifie des candidats, soit la CENI, administrativement, soit les cours et tribunaux, judiciairement. Je ne suis ni membre de la CENI, ni juge, ni procureur. Donc je pense que c'est un faux débat. Un intellectuel comprendrait facilement que cette question ne se pose pas à moi. Lambert Mende, est-ce que tout ceci ne signifie pas l'acharnement contre votre personne parce que vous êtes resté fidèle à Joseph Kabila et que ceux qui veulent vous faire payer votre fidélité et votre intransigeance aussi veulent que vous ne soyez pas celui qui va gouverner cette province du Sankourou, qui va avoir un rayonnement dans la sous-région ex-Grand Kassai, et parce que c'est une nouvelle province qui est appelée à se développer. Entre le Sankourou traditionnel de la brousse, enfin de la forêt et de la savane. C'est une interprétation parmi d'autres. Comment est-ce qu'on peut m'accuser, moi, d'être voleur? Parce que j'héberge quelqu'un avec son bien. Il a son bien, il habite dans ma maison avec son bien. Alors l'utilisation de la volé lui ou bien son bien? Alors, il est chez moi. L'utilisation de la police et de la police militaire. Hein, et même la police militaire. Et oui, tous ont été arrêtés. C'est des pauvres garçons qui croyaient probablement faire leur devoir. Oui. Je les avais mis en garde. Je leur ai dit, si vous n'avez pas de mandat, je vous informe que nous sommes dimanche,
Je vous informe que je suis membre du Parlement, que vous ne pouvez pas opérer de la sorte sans l'autorisation du Parlement, et que cette histoire ne restera pas sans suite. Mais justement, ils ne m'ont pas écouté, et aujourd'hui, ils en sont pour mais est-ce que là, vous n'allez pas quand même finir la carrière d'un général, d'un colonel? C'est pas moi, c'est celui qui lui a donné l'ordre de commettre cet acte. Et j'ai dit au général Awashango, je lui ai dit, général, vous n'êtes pas obligé d'exécuter, vous n'étiez pas obligé d'exécuter un ordre manifestement illégal. Il n'a pas eu le temps même de me poser des questions, c'est M. Awashango. Parce qu'à peine commençait-il à me poser des questions, qu'il a reçu un coup de fil, j'ai cru comprendre que c'est le conseiller spécial du président Tshisekedi qui l'appelait pour lui demander ce qui se passait, et il a bafouillé quelques explications. Ah non, l'honorable est devant moi, je voudrais comprendre simplement ce qui s'est passé avec le diamant, etc. Et son interlocuteur, je crois monsieur le conseiller spécial, Beya, lui a demandé de me relâcher immédiatement, chose qu'il a faite sans même m'entendre. Il m'a ramené chez moi. Mais justement, qu'est-ce que vous répondez avec ma chemise ensanglantée et tout ça. Voilà. Quelle est la réaction par rapport à cette action immédiate du conseil spécial du président Tshisekedi? Je remercie d'abord la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Mabunda, qui a pu rapidement contacter toutes les autorités, y compris la présidence de la République, et je me félicite de la promptitude de la réaction de la présidence, puisque je n'ai pas fait 15 minutes aux services spéciaux de la police. Lambert Mende, maintenant que tout le monde a compris, il va y avoir des suites. Le ministre Olongo risque sa carrière, parce que même s'ils sont des missionnaires, il peut y avoir des suites au Parlement, etc. Est-ce que ça ne sera pas en quelque sorte un règlement des comptes que vous allez opérer là, en tant qu'un candidat là et un ministre que vous voulez un peu vous désacraliser? Il s'agit de le finir là. Non, il s'agit d'assumer la responsabilité des actes que l'on pose. Lorsque vous posez des actes, il faut savoir qu'à la fin de la journée, à la fin de l'exercice, il y a la signature, il y a la responsabilité de l'acte que vous posez. Et je pense qu'ici, ce n'est pas un problème de l'individu Lambert Mende, c'est un problème du Parlement dont un membre a été victime d'un droit consacré par la Constitution, l'immunité parlementaire, qui a été délibérément violée par un membre du gouvernement. Et donc c'est le Parlement qui s'est saisi de cette affaire. Vous avez suivi Madame la Présidente Mabunda qui a été très ferme à ce sujet-là. Tous les responsables, à quelque niveau qu'ils appartiennent, de cette pantalonnade devront assumer leurs responsabilités. Donc il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle. Ainsi fonctionnent les institutions. Est-ce que Lambert Mende est intouchable au-dessus de la loi et qu'on ne peut pas vous toucher parce que vous êtes l'icône? Mais je ne sais pas ce que j'ai fait contre la loi, en l'espèce. Accueillir le représentant d'un groupe de creuseurs artisanaux de diamants qui a fait sa déclaration du bien qu'ils ont mis à jour, qui a obtenu une autorisation de transport de son bien vers le centre de négoce qu'est Kinshasa pour le mettre au contact d'autres négociants plus importants, puisque ce n'est pas à Lodja qui pouvait trouver preneur pour une pierre de cette importance-là, et l'héberger chez moi, je ne vois pas en quoi la loi est concernée. Terminons cette émission avec la politique maintenant, parce que tout le monde comprend que très actif, député, vous comptez toujours être gouverneur? Absolument, si les députés provinciaux décident qu'il en soit ainsi, parce que j'ai posé ma candidature, ce n'est pas pour ne pas être gouverneur, c'est pour l'être. Et donc tout dépend des grands électeurs à qui revient la dernière décision. Alors, Le Drian, parlons un peu de la politique internationale, parce que je m'en voudrais si je ne vous pose pas la question sur les propositions de collaboration apportées par notamment la France, 300 millions. Les FMI dit qu'ils vont envoyer ici, dans un premier temps, un audit sur l'économie nationale avant de faire quoi que ce soit. Vous étiez en partenariat avec la Chine pendant ces 18 ans, avec Joseph Kabila. Quelle est pour vous l'option à lever pour le développement du Congo? Est-ce qu'il faut orienter vers l'Occident ou bien il faut encore approcher les Chinois? Je pense que l'approche la plus intéressante et la plus rationnelle pour un pays comme le nôtre, c'est celle de la multiplication des partenariats.
il ne faut pas se focaliser sur un seul partenaire. Lorsque vous parlez des propositions que M. Jean-Yves Le Drian a faites lors de son dernier séjour à Kinshasa... Sur 5 ans, 300 millions. Je trouve assez... pardonnez-moi le terme, mais peu significatif. 300 millions sur une période de 5 ans, vous faites rapidement les calculs. Un continent comme la RDC, pour les immenses besoins que nous avons, c'est presque une goutte d'eau dans l'eau. Par contre, il y a d'autres partenaires qui pourraient faire plus, sinon mieux, notamment les BRICS ou d'autres. Donc, sans couper les liens avec nos partenaires traditionnels, que sont les Européens ou d'autres, il faut laisser la République démocratique du Congo libre de nouer des contacts économiques avec d'autres partenaires et de choisir les mieux disants. Je pense que c'est ça, l'égalité souveraine entre États, que beaucoup en Europe nous dénient, raison pour laquelle nous, souverainistes, avons souvent quelques problèmes avec eux. Est-ce que vous avez été choqué par la libération de beaucoup de prisonniers, le retour des Katumbi, ou encore la reprise de la coopération avec la Belgique, par exemple? Vous savez, s'agissant de la libération des prisonniers, dans la mesure où tout se fait dans le respect des lois, un président de la République qui use de son droit de grâce, cela fait partie de l'arsenal juridique de notre pays. Ça ne me pose aucun problème. Le retour de personnes qui sont en exil. Les Moussa Nyamouchi, les Katumbi. Mais je pense que c'est une bonne chose. Mais vous vous êtes opposé à ça, Jean-Baptiste Mende? Votre gouvernement. Moi, qu'est-ce que j'ai à m'opposer à quelque chose? Votre gouvernement. Non, vous avez beaucoup de procès anti-Katumbi, tout ça? Non, je ne pense pas. Je pense que M. Katumbi n'avait pas un problème avec l'État congolais. Que je sache, M. Katumbi avait un procès en spoliation avec un Grec, ce n'est même pas un Congolais. Stoupis. Je pense que c'est M. Stoupis qui avait un problème avec M. Katumbi. Ne confondons pas les choses. On a vite fait de glisser vers l'État. Non, je pense que... Mais ce n'était pas les manœuvres dilatoires de votre gouvernement? Bon, on peut appeler cela comme on veut. Oui. Nous estimions simplement que ce Stoupis avait des droits, que M. Katumbi en avait d'autres, mais la justice ayant estimé que ce procès-là s'était déroulé dans les règles qui avaient violé certains principes de fonctionnement des cours et tribunaux, elle a rendu sa décision qui permettait à M. Katumbi de revenir librement. Il est revenu librement. Grand bien lui fasse. Je n'ai pas à juger la justice de mon pays, tout comme je n'ai pas à interdire à M. Stoupis de vouloir faire droit à ce qu'il estime être ses droits à lui, de personnes spoliées. Donc, ce n'est pas quelque chose sur laquelle je devrais, moi, me prononcer. Vous serez au funérailles d'Étienne Tshisekedi? Absolument. J'ai travaillé avec Étienne Tshisekedi. C'est là que j'ai commencé ma carrière de ministre. J'étais la première fonction de ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre s'appelait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et vous étiez parmi... Et j'étais tellement discipliné qu'on a confondu... C'était un gouvernement d'union nationale mis en place par la Conférence nationale souveraine, vous vous souvenez. Oui. J'y représentais le mouvement lumumbiste, mais j'étais tellement discipliné que l'on a cru que j'étais membre de l'UDPS. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens croient que j'ai été membre de l'UDPS. Mais vous étiez l'été des Turcs parce que j'étais très discipliné. Avec les Olenganko, etc. Oui, parce que j'étais discipliné. Les bras armés de Tshisekedi. Oui, absolument. C'était mon chef, c'était mon premier ministre. C'est ma conception de l'État. Lorsque je travaille avec un chef, je lui dois du respect, sans pour autant faire partie de son parti. Pas plus que je ne suis membre du PPRD de Joseph Kabila. Moi, j'ai mon parti, la CCU, mais on me considère comme l'un des premiers cercles de Joseph Kabila. Je suis comme ça. On me prend comme cela. Est-ce que vous avez salué la victoire de Félix Tshisekedi? Je lui ai envoyé des félicitations. Je crois que nous avons perdu, et j'ai considéré que c'était de bonne guerre, que nous avons perdu, mais que le Congo a gagné parce que la volonté de la majorité des Congolais s'est exprimée. Dernier mot sur Ilunga Sylvestre, qui est de votre obédience FCC, qui vient d'être nommé Premier ministre. Le professeur Ilunga Ilunkamba Sylvestre est un technocrate respecté, c'est un professeur d'économie. Je pense que dans la mesure où nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de défis d'ordre économique à relever dans ce pays, le président de la République, après avoir consulté, bien sûr,
la majorité parlementaire qui est la sienne, et dont une grande partie est contrôlée par le FCC de Joseph Kabila, a trouvé cet oiseau rare-là. Ne comptez pas sur moi, Jean-Marie, pour critiquer une telle décision. Nous allons voir le professeur Ilunga à l'œuvre. C'est quelqu'un qui a dirigé d'importants services dans ce pays, notamment le COPIREP. J'ai eu à coopérer avec le COPIREP en ma qualité d'ancien ministre des hydrocarbures dans ce pays, à des réformes que nous avons mises en musique ensemble, et je sais que c'est un homme de rigueur. Et je pense que de la rigueur, nous en avons besoin. Mais est-ce que ce n'est pas une douche froide aux icônes que vous êtes, aux grandes personnalités redoutées? On aurait vu Bochab, on aurait vu Chadari, on aurait vu Mende, pourquoi pas on annonçait Yuma et les autres. Une icône indisciplinée ne m'intéresse pas. Une icône n'est intéressante que pour autant. Tout le monde doit s'aligner. Une icône ne m'intéresse que dans la mesure où son action, sa notoriété s'inscrit dans le programme d'un groupe. Nous devons toujours penser en groupe. Sinon, nous courons droit vers la perte. Donc les icônes indisciplinées, pour moi, sont aussi dangereuses que des ânes battés. Et la fidélité à votre autorité morale, jusque quand vous serez auprès et autour de Joseph Kabila? Joseph Kabila a prouvé au cours des années pendant lesquelles il s'est trouvé à la tête de notre pays, qu'un pays comme la République démocratique du Congo, aussi composite que la RDC, avait besoin d'une tête aussi bien faite, d'une personnalité aussi clairvoyante et capable de se projeter au-delà de l'immédiateté et de résoudre les vrais problèmes sans faire beaucoup de bruit, que Joseph Kabila. Et donc je pense qu'avec l'âge qu'il a, le président Kabila a encore beaucoup à apporter. Nous savons qu'ils échangent beaucoup avec le président Tshisekedi. Il va lui faire bénéficier de son expérience. Il échange beaucoup avec nous, les membres de sa famille politique qui travaillons dans les institutions. Lui-même est sénateur à vie et donc il a encore beaucoup de choses à apporter dans ce pays. Vraiment, une toute dernière. Vous allez laisser la présidence du Sénat à qui? Confidence entre nous. Je ne suis pas le chef du Front commun pour le Congo. Je ne suis pas sénateur. Je sais que de négociations très serrées se déroulent en ce moment même autour de notre autorité morale, le président Joseph Kabila, parce qu'il est évident que le président du Sénat proviendra de la majorité qui est au Sénat, qui est une majorité FCC. Je préfère laisser au président Joseph Kabila le soin de nous dire quel est l'oiseau rare qu'il aura désigné, comme il l'a fait pour Madame Janine Mabunda, qui nous a désignés, dont personne n'a à remettre en cause les qualités aussi bien managériales que politiques. C'est une femme qui a su démontrer ses capacités en sa qualité de ministre du portefeuille. Je l'ai eu comme collègue dans le gouvernement. Et puis, je l'ai connue comme conseillère spéciale du président en matière de lutte contre les violences faites à la femme et aux enfants, et nous avons vu les résultats qu'elle a engrangés en termes d'amélioration du sort des enfants et des femmes dans notre pays, et donc je sais que c'est une dame qui peut faire beaucoup de choses.